C'est une histoire extraordinaire que je vous propose de découvrir, celle de Nicole Berthold, la directrice du patrimoine de Boris Vian, qui vient de publier le premier roman graphique de l'écrivain, Trouble dans les Andins, chez Fayard. Son chemin de vie est mêlé à celui de cet artiste touche-à-tout, mort en 1959. Elle me donne rendez-vous chez Boris, à Paris, un lieu magique qui est aussi chez elle. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Waouh, quelle impression quand on entre chez toi. Bonjour David. Salut Nicole, ça va? Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Oui, chez moi. C'est aussi chez Boris. Oui, c'est chez Boris et Ursula Vian. Oui, et c'est chez moi. Oh, tu vois, je te dirais un truc tout bête, tout simple. Mais en fait, c'est comme si c'était mon oncle et ma tante qui étaient partis en voyage. Ils m'ont demandé de garder la maison. Et puis les décennies passent et puis je suis toujours là. Ça fait un moment que ça dure. C'est clair. Et c'est impressionnant la maison, hein, du coup, parce que c'est resté comme en l'état, comme à l'époque. Oui, oui, on peut le dire parce qu'en fait, l'histoire veut de ce lieu que Boris Vian et Ursula Vian arrivent en 1953. Et en fait, ça sera leur seul appartement, et leur vrai appartement, leur nid d'amour. Mais cet appartement, en fait, comme nous sommes dans le Moulin Rouge, en fait, c'est des anciens ateliers qu'il va falloir un peu organiser. Alors là, on a tout de suite un Boris Vian qui a envie comment dire, de s'exprimer dans son côté je suis bricoleur et je sais tout faire et je vais tout voir. On sent que c'est un appartement de bricolo, en tout cas. Donc il a complètement tout organisé par lui-même. Et en fait, Boris, quand il arrive ici, il a une idée très précise de la chose, il regarde assez vite, il se rend compte, première chose, il y a une belle lumière, il y a une hauteur de plafond. Donc en fait, il va tout faire, tout organiser par lui-même. Ça se résume au départ à deux choses très simples. Une bibliothèque, une table. Ça y fait. Après, l'indispensable. On fait venir un petit piano bastringue. Évidemment. C'est un petit piano d'études, hein. 3 francs 6 sous. Hein. Un piano qui vient de Bruxelles, qui vient de Belgique. Boris, il aime particulièrement la Belgique parce qu'à l'époque, c'est un grand lieu de jazz, hein, comme à Paris. Il a cette guitare aussi qui arrive. Hein. Cette guitare lyre. Ouais, guitare lyre, c'est ça. Guitare lyre ou guitare harpe, en fait, par un Italien à la fin du XXe siècle. Alors, Boris, il ne va pas jouer de piano. Boris, il va toujours jouer de la guitare. À ce moment-là, il est trop malade du cœur, il joue plus de trompette. Et là, c'est la chambre. On peut aller voir. Oui. Ça Oui, doit être assez émouvant aussi d'entrer dans la chambre de Boris. Alors, avant de rentrer, je te fais une petite démonstration. Allez, vas-y. Boris, un peu à l'américaine, il enlève le mur et il nous la joue loft. Ah ouais. Donc, space, grand espace, tu vois. Et ça, c'est moderne à l'époque. Voilà. Ah oui, très. Alors, on est dans cette belle pièce, tu vois. Cette belle pièce, elle est extra. Boris, il a tellement des problèmes de cœur qu'il a vraiment besoin de lumière, etc. Et donc, il aime se mettre ici. Il aime se mettre près de la fenêtre. Et d'ailleurs, il a écrit, gros comme ça, sur un papier, « Il vaut mieux que les fenêtres soient ouvertes ». Il a besoin de ça. Ça, c'est son premier bureau. Il a écrit là-dessus, sur ce bureau. Alors, c'est émouvant parce que, bien sûr, moi, j'ai eu entre les mains à peu près tous les manuscrits, et notamment le manuscrit de l'Arrache-Cœur. Hein. Il a fini l'Arrache-Cœur à ce bureau. Il a repris l'Automne à Pékin aussi. Génial. Parce qu'il y a une version 47 et une version 56. Et sur cette bibliothèque, il mettait toujours une petite valise. Comme s'il était prêt à partir. prêt pour le départ. Ouais. Alors ça s'est rempli maintenant avec tout ce qui se passe autour de Boris Vian. Voilà. Fais une petite visite du reste rapidement de l'appartement. Bien sûr. Avant de partir en balade en voiture. Oui. Sur un autre lieu Alors intéressant. on passe sa discothèque, sa bibliothèque, les collages de Boris Vian, les collages de Jacques Babiole. Prévert. Et puis là,
Tu rentres dans la deuxième partie de l'appartement, en fait, qu'il a raccordé. Avec la cuisine. Avec une cuisine où il adore, hein, en fait, faire la cuisine. Voilà. Ah ben, si tu regardes, tu vas voir, ça s'empile. Ça, moi, je te le dis, je connais par cœur. Ça, c'est à Boris, ça, c'est pas à Boris. Ça, c'est à Boris, ça, c'est à Boris. Dingue. Ça, c'est à Boris, ça, non. Toi, on n'a rien cherché à faire, tu sais. On vit ici. On vit. C'est le maître mot. On vit. Et là, alors, c'est un autre lieu. Tu vas nous emmener. Ah oui. Alors là, tu vois, un petit corridor. c'est un petit corridor qui nous amène un peu à la troisième partie, qui est un peu particulière. Là, Boris, il l'a concepté de façon précise, et là, vraiment, tel qu'un ingénieur sait travailler. Tu vois, on est plus bas au niveau du plafond. Il va, à ce moment-là, faire un petit escalier. Il va se faire une chambre en mezzanine. C'est un ingénieur aussi, à l'origine. Oui, il a fait l'école centrale, et il aimait l'école centrale parce que École centrale des arts et manufactures. Hein. Ça veut dire déjà beaucoup de choses. Et puis alors là, on arrive dans le lieu magique qui s'était fait, qui est vraiment son atelier. Tu sais, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on est dans le Moulin Rouge, nous sommes locataires du Moulin Rouge, et en fait, Boris Vian et son voisin et ami Jacques Prévert, en fait... Qui habitait juste là. Qui habite juste en face, de l'autre côté de la terrasse, voilà, comme disait toujours Jacques, en bon voisinage. Et en fait, ici, c'était vraiment l'endroit où il écrivait, où il téléphonait, etc. Et il fait cette chaise à sa mesure. Parce que Boris est très grand, il en a marre, il trouve rien à sa... C'est des objets uniques. Hein. Oui, donc en fait, ça c'est sa chaise. Il l'a dessinée, au départ, il voulait la faire pliante. Il s'est assez vite rendu compte que ça allait être guère possible. Qu'est-ce que ça te fait de vivre ici? T'as pas l'impression de vivre avec... des ondes de quelqu'un d'autre, d'une famille, presque des fantômes qui sont là avec nous. Hein. Oui, c'est tout à fait ça, tu as raison. Et j'ai envie de te dire que j'aime ça et je crois que je suis faite pour ça. On dit souvent que je suis la gardienne du temple, j'irais jusqu'à dire peut-être une vestale, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui fait le pont entre la vie et la mort. Parce que la vie de Vian, c'est un peu ça. Hein. À travers son itinéraire, il est quand même né entre les deux grandes guerres. Il a lui-même traversé tous les affres de la mort. J'ai envie de dire que peut-être par mon parcours, il meurt jeune. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je suis tout à fait capable de capter. Oui, c'est très, très fort. Hein. Tu vas nous emmener faire une balade, on va faire un retour dans le temps. Oui. On va aller où? On va aller à Ville d'Avray, là où Boris Vian est né, là où Boris Vian a vécu toute son enfance jusqu'à son âge où il s'est marié, une vingtaine d'années. Et c'est là aussi où il est enterré. Allez, merci je te suis. David. On y va. Je crois qu'en même temps, il y a la sécurité. Bon, voilà la voiture. Ok. Allez, je t'ouvre. Merci David. Avec plaisir. Et c'est parti pour Ville d'Avray, Nicole. On l'a compris, hein, ta vie est liée à celle de cette famille Vian. Alors je vais te poser cette question que je pose à tous les passagers de la voiture. À quel âge es-tu née, Nicole? J'ai envie de dire, je suis née plusieurs fois. Mais peut-être que je renais tous les jours. Ah. Je dirais vraiment ça, sincèrement. Chaque jour est important et précieux. Je renais tous les jours, depuis quelques années. En fait, peut-être qu'en vieillissant, on se dit que le temps est précieux. Alors finalement, chaque jour compte. Tu as eu une enfance difficile, ceci dit, Nicole. Oui, je crois qu'on pourrait le dire comme ça. Peut-être qu'on pourrait dire aussi que je n'en ai pas eu, finalement. Tu vois, ça passe par l'éducation, le regard, la protection, l'affection. Tout ça, j'ai pas su que ça existait jusqu'à un âge, tu vois, 8-10 ans. Hein. À 8-10 ans, j'ai compris que les enfants n'étaient pas que maltraités. C'était à ce point-là? Oui, c'était à ce point-là, oui. Je rends hommage à ma sœur qui est morte sous les coups, on va dire. Donc je fais partie de ces gens qui peuvent lire leur histoire dans la presse quand il y a des choses terribles qui se passent, avec des morts d'enfants ou avec des choses de drame. C'est rattaché aussi à une époque, tu vois. Mes parents sont l'un et l'autre émigrés, l'un et l'autre venus d'ailleurs. Et c'est dur, c'est très dur, c'est une époque très difficile, les années 50. Hein. Et ça se passe parfois dans le malheur, dans la violence, ça se passe aussi par la solidarité.
que j'ai connu, mais c'est vrai que du coup, on était 4 filles et on a payé un tribut très lourd, hein. Dans un milieu pauvre. Dans un milieu difficile. Mon père était italien et il voulait rêver, il voulait chanter, il voulait faire danser les autres et puis il voulait être menuisier. Bon, on lui a dit que tout ça ne serait pas possible, donc il a arrêté de penser, arrêté de rêver, arrêté de danser, arrêté de jouer. Ça ne lui a pas porté chance, il est mort jeune et en travaillant beaucoup. Et je l'ai pas connu parce que finalement, il travaillait tout le temps et puis peut-être que les hommes étaient moins proches de leurs enfants, etc. Et puis voilà, et puis c'était un autre monde et on était en banlieue parisienne. De cette banlieue, tu vois, qu'on invective tout le temps, ce mot, la banlieue. Ce que c'était, c'est vrai qu'on n'allait pas à Paris, on était effectivement ailleurs. Et on vivait en autarcie avec beaucoup d'émigrés. D'ailleurs, il y avait des Arméniens, des Grecs, des Italiens, des Portugais, et puis ceux qu'on appelait à l'époque les Romanichels. Mais du coup, c'était toute une tribu, je crois que ça m'a appris l'universalité. Comment tu es sortie de cette enfance difficile et quelle place a joué la rencontre avec cette famille Vian dans ton parcours? Il y a eu un moment de grâce quand j'étais enfant. Comme si mon chemin était ailleurs, hein, en dehors de la misère, de la cruauté, de la violence. C'est quelque chose qui m'a été donné. Je ne pourrais pas te dire pourquoi et comment. Génial. Mais je sentais vraiment, même dans les moments les pires, que la lumière, que l'amour, que quelque chose d'autre était là et que c'était mon chemin. Et ça, je l'ai vécu, mais très tôt, hein. Super fort. Oui, c'était très fort. Même parfois, tu sais, ma mère, elle nous attachait ou j'étais dans des petits réduits. Enfin, c'était des moments très douloureux où j'étais très, très triste. Et moi, j'ai toujours été un peu gaie comme un pinson au milieu de ce bazar, hein. Mais finalement, je crois que la réponse, je te la donnerais, ça tenait justement à une vitalité profonde. Force de joie. Oui, une force de joie à être dans le savoir et l'apprentissage. Je voulais que mon père il m'apprenne la menuiserie, je voulais lire, je voulais apprendre autre chose, je voulais voir autre chose, je voulais entendre autre chose. La rencontre avec Ursula Vian, qu'est-ce qu'elle a changé pour toi? La rencontre avec Ursula Vian, elle s'est faite quand j'avais 19 ans. Elle s'est faite par l'intermédiaire de ma professeure d'histoire-géographie, qui m'avait pris un peu sous sa protection quand j'étais en BEP dans un collège technique. Je voulais sauver le monde, je voulais sauver les enfants, je voulais être monitrice éducatrice, alors j'ai fait un BEP sanitaire et social. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Avec des débiles mentaux, en hôpital psychiatrique, en fait tout ce qu'on n'imagine pas, mais les choses ont changé socialement aussi. On te donnait des missions incroyables et j'étais très jeune, j'étais mineure. Et cette professeure, elle veillait un peu sur moi et un jour elle m'a dit « Tu sais, ce serait bien que tu prennes un peu des vacances. » Elle a une petite maison dans les Pyrénées-Orientales et dans les Pyrénées-Orientales, dans ce petit village, Eus, magnifique village. Dans ce petit village, il y avait Ursula Vian qui était là aussi. Et finalement, quand j'ai rencontré Ursula Vian dans ce petit village, j'ai envie de dire que cette rencontre, elle a été une rencontre de femmes qui avaient peut-être vécu des choses difficiles, très difficiles. Elle, par son jeune veuvage, par la notoriété qui lui pesait, et moi, quelque part, je portais autre chose. Mais j'étais dans la joie, la bonne humeur, et je parlais pas trop de mes affaires. Et il y a une chimie qui s'est opérée, mais d'un autre ordre. Et en fait, on a veillé l'une sur l'autre. C'est ça que j'ai vu tout de suite. Donc, c'était comme une évidence, comme un aimant, en fait. Donc, elle m'a tout appris. Ursula Vian m'a tout appris, même à mettre la table, même à penser, même à rêver. J'avais l'impression que j'étais comme un petit animal, que j'étais pas finie, que j'étais pas faite, que j'avais rien su de la vie, de la vraie vie, de la vie qu'on peut t'offrir. En fait, j'étais dans le devoir parce que j'avais travaillé même dès l'âge de 14 ans, tu vois. J'étais vraiment quelqu'un qui était dans le brut. Et puis, je trimballais un mal de vivre absolument phénoménal et que je gardais pour moi, mais elle aussi, elle avait un grand mal de vivre. Et alors,
Avec quelques verres de whisky, on se confiait l'une à l'autre très tôt. Et c'est devenu plus qu'une amie, c'est devenu ta famille. Finalement, je pense que cette famille Vian a été effectivement ma famille, bien évidemment, parce que ma famille biologique, c'était un tel carnage, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, que j'ai passé une longue partie de ma vie d'ailleurs à chercher une vraie famille. Alors, c'était difficile parce que la famille Vian, elle était constituée, elle était forte, elle était présente. Je ne voulais pas peser, je ne voulais pas rentrer dans cette famille. Quelle place j'y avais finalement? Non, j'étais simplement la collaboratrice. Ursula me présentait toujours comme ça, la collaboratrice de Madame Boris Vian. Et à ce titre-là, petit à petit, ça m'a permis, moi, de me construire et oui, de me reposer, oui, sur une famille, oui. On se repose sur une famille. On la subit parfois, mais mon Dieu, elle est aussi si précieuse. Et quand on n'en a pas, on sait combien elle est précieuse, cette famille. Nicole, il y a une tablette sur la banquette. Est-ce que tu peux la prendre Ah oui, et je la jouer prends. la première vidéo? Qu'est-ce qui, dans la vie quotidienne, l'agaçait? Le gaspillage. Le gaspillage, la perte de temps, les conneries, comme il disait, écrit avec un K, H. La bêtise en général, la non-curiosité, de ne pas essayer de retourner la chose pour savoir si ce n'est pas différent de ce qu'on vous avait raconté. Et de trouver une autre solution aux problèmes, des solutions même imaginaires. Donc, oui, l'imagination. Waouh. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir de voir Ursula. Elle me manque. Et puis par sa voix, par son œil, Boris est là. Donc c'est tellement, tellement important. Quand on défend une œuvre, en tant que mandataire comme je le suis, c'est très très important d'avoir la pensée juste, de ne pas trahir, de ne pas faire de faux pas. Et cette façon de penser de Boris Vian, entre voilà, le pas de côté, l'absurde, l'humour, qu'est-ce que ça a changé en toi, en tout cas? Qu'est-ce que tu as appris de toi et de ta manière de vivre? J'ai appris qu'on pouvait vivre, j'ai appris qu'on pouvait exprimer sa joie, j'ai appris qu'on n'était pas obligé de faire le dos rond, j'ai appris qu'on pouvait être justement au plus près de ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait vraiment. Et le maître mot peut-être c'est justice, il est lucide sur ce monde. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait être lucide, être dans la justice, exprimer, aider, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris vraiment en étant auprès d'Ursula Vian, mais surtout en travaillant sur son œuvre. Parce que toute son œuvre est construite comme ça. Nicole, aujourd'hui, c'est toi qui as repris le flambeau d'Ursula, puisque tu es la mandataire de l'œuvre et du patrimoine culturel de Boris Vian. Qu'est-ce que tu cherches à faire et à mettre en avant? Mon métier, effectivement, m'a été dicté par Ursula Vian. Être mandataire, ça veut dire signer les autorisations, recevoir tout le monde. J'utilise toujours la bienveillance. C'est ça, en fait, mon métier, d'abord. La bienveillance, l'écoute. Donc, on se met en retrait, on écoute ce que chacun a à dire, que ce soit un metteur en scène pour une adaptation, que ce soit un universitaire parce qu'il fait une maîtrise ou une thèse, que ce soit un artiste qui veut réinterpréter Vian. Donc, c'est d'abord l'ouverture d'esprit, la curiosité, la bienveillance, le temps, la patience. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Boris Vian, aujourd'hui? Boris Vian, il est comment dire, il n'emploie pas de discours, ni de pamphlets. Donc, il est d'abord pro-civil. Boris Vian est pacifiste. Il est totalement contre la violence. Il est tourné vers ça. C'est très important à notre époque de savoir ça. On peut vraiment que constater que la violence est omniprésente. Et alors, on ne peut que se dire que Boris Vian, en tant qu'artiste et artisan, il y a plein de façons de la dénoncer. Et il l'a fait avec sa chanson, Le Déserteur. Il l'a fait avec
à tous les enfants, avec la marche arrière, avec toutes ces chansons, le prisonnier, le politique, avec ses textes. Et ça, c'est important. Voilà ce qu'il nous dirait. Essayez de lutter, mais commencez par vous-même. Et voilà peut-être ce qu'on m'enseigne, ce qu'on m'a enseigné, ce que je continue d'enseigner. On n'est pas contre les gouvernements, on ne déploie pas de bannière chez Boris Vian. On dit simplement que chaque être sur cette terre est capable de mener un combat. Et Boris, il a mené un combat. Et un combat très puissant. D'abord, il a mené son propre combat contre sa propre mort. Boris aurait pu mourir à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Il a su être là jusqu'à presque l'aube de ses 40 ans. C'est un combat immense parce qu'il avait des choses à dire et à faire. Moi-même, j'ai peut-être transcendé aussi la mort plusieurs fois, peut-être parce que je crois qu'on a quelque chose à dire et à faire tous les jours dans notre monde aujourd'hui, à travers ce qu'il se passe. Tu as connu cette expérience de Boris Vian, celle de transcender la mort, de retarder la mort? Je crois que j'aurais pu mourir plusieurs fois, oui, bien sûr. Oui, j'ai été aux portes de la mort une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, oui, plusieurs fois. Oui, je crois savoir vraiment ce que c'est. Et je crois savoir pouvoir repousser ses limites. Ce que m'a enseigné Boris Vian, son œuvre, sa façon d'être, de faire, et Ursula, c'est que c'est pas parce que la période que nous vivons, et ça valait pour lui aussi, est triste, qu'on va être triste. Mais pourquoi on serait toujours triste si le monde est triste? C'est intéressant ça, oui. Mais c'est impossible. Chez Boris Vian, c'est tout l'inverse. Parce que c'est triste, il nous faut, pour résister à cette tristesse, être dans la joyeuseté, être dans le partage, être dans le bien-être. Parce que c'est comme ça, justement. C'est une première forme de résistance. D'être simplement vivant, joyeux, présent, c'est déjà beaucoup. Magnifique, ouais. Nicole. Bah nous voilà devant la maison, on sort? Ah oui, avec Tu vas nous montrer. plaisir. Avec plaisir. Et nous y voilà. Bah voilà la maison. Ah, voilà. J'aime profondément cet endroit parce que je le connais. C'est pas chez moi, mais je le connais tellement de l'intérieur. Hein, parce que les frères et la sœur de Boris Vian m'en ont tellement parlé. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut raconter qui ressemble tout à fait à la vie de Vian. En 29, la famille est tellement heureuse, tout se passe bien, c'est merveilleux, tout le monde est ensemble. Sans moi, il y a le krach boursier qui se passe à New York et qui va avoir une onde de choc terrifiante pour mettre aussi à genoux économiquement l'Europe. Et donc, la famille Vian va perdre toute sa fortune, car ce sont des rentiers tout de même. Ils vont faire ni une ni deux, ils vont s'installer dans la maison des gardiens. Et les Vian vont chercher à louer, en fait, leur villa. Qui arrive? Monsieur et Madame Menuhin avec Yehudi, Hepzibah et Yalta, les 2 sœurs. Et alors là, c'est que des joies, des bonnes parties de campagne, de la musique, bien sûr. Tout le monde joue, quasiment. Qu'est-ce que tu te dis, toi, en étant ici, quand tu te retournes sur ton chemin parcouru à toi? Oui, je suis d'autant émue parce que cette enfance-là, je ne l'ai pas eue, moi. Mais ça fait du bien de savoir qu'elle existe. Voilà. Ça permet d'avoir des repères. Hein. Et c'est ça qui me fait du bien. Voilà, de savoir qu'il y a eu des gens heureux dans leur enfance. Et de savoir que ça existe et de la vivre un peu. Parce que je suis restée une grande enfant. Merci, Nicole. Merci, C'était un David. plaisir. Merci. Merci beaucoup.